Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée au rapport entre la Chine et l'Afrique et pour laquelle nous recevons Jean-Joseph Boileau. Jean-Joseph Boileau, bonjour. Bonjour. Nous recevons Jean-Joseph Boileau et nous sommes avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Lionel Zinsou, président de la fondation Terra Nova. Nous sommes soutenus depuis le début par nos auditeurs et nous avons désormais établi une tradition qui consiste à les remercier, lentement si je puis dire, car ils sont nombreux et on ne peut pas en remercier trop, sinon leur nom se perdrait à chaque émission, mais à remercier nommément certains d'entre eux tirés au sort. Lionel Zinsou, voulez-vous commencer ? Oui, Jean-Loup Le Saffre, Claudine Doré, Bernard Chapuis et Hélène Ray. Lucille Schmitt. Oui, cher Philippe, je suis très heureuse de remercier Henri Pijat, Thierry Dudermel, Chantal Nocody et Claude Lerat-Jantet. Jean-Joseph Boileau. On remercie tout chaleureusement Olivier Zigel, Xavier Acloc, Marc Vallès et Elisabeth Rimasson. Et j'ajoute à ces noms ceux de Benoît Carrier, Clotilde Chêne, Philippe Hulot, Jean-François Hay et Christophe Barry. Nous allons donc maintenant nous intéresser avec vous, Jean-Joseph Boileau, au rapport entre la Chine et l'Afrique. Vous êtes vous êtes l'auteur d'un des livres économiques, des quelques livres économiques qui ont connu et qui connaissent encore un succès. Votre livre s'intitule Chine d'Afrique, il est signé avec Stanislas Dombrinsky, il est publié aux éditions Odile Jacob. Chine d'Afrique s'écrit en un seul mot. Nous allons évidemment, autour de ce seul mot, développer le reste de notre émission. Vous êtes agrégé de sciences économiques et sociales, vous êtes docteur en économie, vous avez enseigné à l'École normale supérieure, et votre carrière de chercheur associé au Centre d'études prospectives et d'information internationale s'est orientée vers l'Asie. Vous avez effectué de multiples séjours en Inde et en Chine au cours des années 80. Vous êtes aujourd'hui coprésident du Euro-India Economic and Business Group, membre du comité éditorial d'Alternative économique, de Confrontation Europe et conseiller scientifique à l'ISEG. Vous êtes spécialiste des grandes économies émergentes et vous avez élargi votre champ d'investigation à l'Afrique depuis 2006. Dès la conférence de Bandung en 1955, la Chine a manifesté un vif intérêt pour l'Afrique. Elle s'y est affirmée politiquement à travers la diffusion du maoïsme, mais aussi diplomatiquement, comme en 1958, lorsqu'elle a reconnu le gouvernement provisoire algérien. Elle y a soutenu certains mouvements de libération nationale. Aujourd'hui, c'est un intérêt économique qu'elle montre pour l'Afrique. Les échanges commerciaux entre le pays et le continent ont été multipliés par 10 en 20 ans, faisant des Chinois les premiers investisseurs devant les Nord-Américains et les Européens. Cette volonté de rapprochement a été officialisée en 2000 après la création du Forum sur la coopération sino-africaine et depuis, la Chine a offert au continent sa main-d'œuvre, son savoir-faire, mais aussi des prêts à taux réduits et de nombreux avantages financiers. Ces aides au développement sont appréciées des gouvernements africains qui y voient un moyen d'éviter l'interventionnisme des anciennes puissances coloniales, ainsi que les réformes imposées par les instances internationales comme le FMI en contrepartie des aides fournies. Pour la Chine, dont la dépendance énergétique est devenue une préoccupation majeure, le continent africain représente un immense réservoir de matières premières, allant du pétrole aux minerais rares, et un nouveau marché florissant pour les entreprises chinoises. Cependant, si le niveau de vie des Africains a pu bénéficier de ces relations commerciales privilégiées, les industries locales peinent aujourd'hui à lutter contre la concurrence chinoise. L'Afrique ne représente que 3% du total des échanges commerciaux chinois, tandis qu'à l'inverse, le continent présente un coefficient de dépendance aux exportations de Pékin parmi les plus élevés du monde. Cette coopération cache donc de nombreuses disparités.
Au-delà des intérêts commerciaux, le continent africain est au cœur de la stratégie géopolitique chinoise. Pékin désire limiter l'influence des États-Unis, perçu comme un concurrent majeur sur la question des hydrocarbures dans la région. Et cette forte implantation en Afrique permet également à la Chine de contrer Taïwan ou le Japon, qui recherche là aussi des alliés afin d'appuyer sa candidature comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Après ces années de coopération économique tous azimuts, Jean-Joseph Boileau, comment trouvez-vous que se dessine l'avenir de ces relations sino-africaines, son équilibre, ses déséquilibres, sa politique? Écoutez, je fais partie de ces gens qui pensent que la science, ça existe, et que, en particulier dans les sciences sociales, ce qui compte, ce sont les conséquences inattendues de ce que vous souhaitez. Et donc, je ne m'intéresse pas à ce que la Chine veut, ou à ce que les Africains veulent, mais à ce qu'on peut vraiment observer sur le terrain. Et j'aimerais dire que, revenant là d'un très long séjour en Afrique, en particulier Afrique de l'Est, où j'ai pu prendre le fameux train qui relie maintenant Djibouti aux zones d'industrie spéciale, aux zones économiques spéciales d'Éthiopie, il faut l'avoir pris, ce train, pour se rendre compte que ça change de dimension aujourd'hui, cette présence de la Chine. On n'est plus du tout dans l'extraction des matières premières. Il y a des zones économiques spéciales avec des entreprises chinoises exactement sur le modèle de ce que j'avais pu voir dans les années 80 à Shenzhen, par exemple, qui sont peut-être au début, c'est vrai que c'est du montage, mais il y a du montage de voitures, en Éthiopie, par exemple, de voitures chinoises. Donc, je dirais un peu la chose suivante. C'est bien que vous ayez rappelé les séquences. C'est très important dans l'histoire économique de comprendre qu'il y a des séquences et qu'elles ne s'enchaînent pas de façon linéaire. Il y a eu la séquence du maoïsme, on va dire, du soutien très important de la Chine, qu'on oublie trop souvent, dans tout un ensemble de pays africains, dans les luttes pour l'indépendance. Et on oublie que la plupart des leaders de cette Afrique luttant pour l'indépendance allaient régulièrement en Chine. J'ai le souvenir notamment le président du Ghana, Nkrumah, qui, c'est lors d'un voyage en Chine qu'il s'est quasiment fait démettre, etc. Donc il y a eu cette phase-là. Après, l'ouverture de la Chine s'est traduite par un reflux de la présence en Afrique, parce que notamment l'Afrique devenait indépendante aussi. Il y avait moins de raisons. Je prononce à l'Angola, par exemple. La Chine avait beaucoup aidé l'Angola dans sa lutte pour l'indépendance, et ensuite, on l'a beaucoup moins vu. Lorsque la Chine décolle économiquement, elle s'oriente vers les pays occidentaux. Par contre, au fur et à mesure que la chaudière manufacturière chinoise se développe, elle prend conscience de sa dépendance en termes de matières premières. Et c'est vrai que là, elle va réactiver tous ces réseaux des années 60 et on le voit bien, c'est plutôt au début des pays qu'elle a aidés sur le plan politique dans la lutte pour l'indépendance, elle va privilégier les matières premières. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Je le vois bien dans l'évolution des échanges. Alors, il y a des raisons qui tiennent au prix des matières premières qui fait que ça baisse. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est la nouvelle équation économique et politique. L'équation économique, c'est que ce qui intéresse la Chine et ce qui intéresse l'Afrique, ce sont les produits manufacturés, les biens d'équipement, les infrastructures qui ont véritablement bouleversé le modèle économique africain. Ça, c'est les conséquences inattendues de cette volonté de la Chine de trouver des débouchés. Notamment parce que partout où vous allez maintenant en Afrique, y compris donc dans les zones de vraiment reculées, je pense notamment à Tambacounda au Sénégal, ou ce que j'ai pu voir donc en Éthiopie ou en Érythrée, c'est que les équipements, les produits importés par la Chine, ce sont en réalité des équipements qui permettent le développement de l'entreprise. Prenez les motos. Les motos, ce sont des mototaxis qui permettent en réalité, c'est un investissement qui est fait par les familles, de relier les zones urbaines aux zones rurales. Et donc, il y a un nouveau développement agricole qui est en train de se produire, qui n'était pas l'idée des Chinois. Autre exemple, c'est la révolution des transports. On parle beaucoup de l'Internet. C'est vrai que la Chine a évidemment joué un rôle central en vendant des smartphones à $50. Mais il y a, sur le plan des transports, les autobus, les bus, les minibus, les voitures qui sont en train d'arriver, etc., sont en train de mettre l'Afrique dans la révolution de la mobilité.
Ça, c'est les conséquences inattendues qui font qu'il y a une sorte de développement endogène de l'Afrique qui est en train de se produire parce que le Made in China à très bas prix, avec des technologies qui sont, qu'on le veuille ou non, des technologies de pointe maintenant d'une certaine façon, permettent ce mouvement endogène. Je l'ai vu en Éthiopie, mais je le vois partout. Et enfin, ce qui intéresse évidemment la Chine, c'est son nouveau modèle économique. Ce n'est de ne plus être un exportateur de produits manufacturés, c'est essentiellement de placer ses entreprises, les grandes entreprises, dans les infrastructures, faire du continent africain un peu une sorte de vitrine de ce que le Made in China, en termes de biens d'équipement, de technologies qui sont pas de pointe nécessairement, mais qui sont extrêmement efficaces. Donc je pense à Huawei, etc. Donc faire du continent africain cette zone. Pourquoi ? Il y a 3 milliards d'habitants en jeu. C'est bien ça qui est en train de se produire. Et sur le plan politique, bien sûr, le modèle chinois, c'est celui de Xi Jinping. C'est-à-dire, vous savez, il y a un changement important dans la diplomatie chinoise. Ce n'est plus la ligne politique de Deng Xiaoping qui était faire profil bas. C'est devenir et conquérir le leadership mondial. Sur cette route du leadership mondial, il y a bien sûr la Russie, il y a bien sûr l'Iran, etc., etc. Mais il y a l'Afrique. Je note qu'au dernier sommet de Shanghai, qui s'est déroulé en même temps que le G7 catastrophique, le sommet de SCO qui s'est tenu à Qingdao, il y avait notamment, comme par hasard, le président de l'Union africaine, Kagame, qui a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Donc il y a vraiment là une évolution de la relation entre la Chine et l'Afrique, dont la véritable question est de savoir si l'Afrique va pouvoir tirer vraiment parti en positif, en luttant contre ce qui est négatif, parce qu'il y a des phénomènes de prédation, on le voit effectivement en Éthiopie. Moi, je reste persuadé que c'est plutôt cette hypothèse qui l'emporte. Lionel Zinsou. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas, parce qu'on est entre économistes, faire trop d'économisme. Et heureusement, Lucie est là pour nous ramener... Disons 50-50. Et il ne faudrait pas faire trop d'économisme, parce que il n'y a pas que les intérêts économiques. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une présence culturelle chinoise qui s'est renforcée beaucoup avec les bourses d'étudiants, qui s'est renforcée beaucoup avec les instituts Confucius qui se sont multipliés, qui ne sont pas que d'intérêt linguistique, avec l'intérêt complètement nouveau d'un certain nombre de grands mécènes chinois, de milliardaires chinois pour la création en Afrique, et l'art contemporain africain, quelque chose vraiment de complètement nouveau. Donc il y a des aspects culturels qui sont importants. Il y a des aspects militaires qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que vous avez une base à Djibouti, vous parliez de Djibouti, de l'Éthiopie, comme d'un corridor absolument fondamental, et les 100 millions d'Éthiopiens, là, au cœur de l'Afrique de l'Est, sont évidemment un enjeu considérable, mais il y a une base à Djibouti, la première en Afrique. Et alors, les Djiboutiens sont un peu surpris parce qu'il semble qu'il y ait plutôt 10 000 soldats de l'armée populaire que ce qui était prévu. Donc c'est quand même une base sérieuse. Et la Chine est, c'est notoriété publique, à la recherche d'un deuxième site atlantique et non plus de l'océan Indien, considérerait de le faire en Namibie ou un petit peu plus haut vers l'Afrique de l'Ouest. Et quand on regarde les troupes de maintien de la paix des Nations Unies, le principal contingent, d'ailleurs globalement pour l'ensemble de l'ONU, mais sur le terrain en Afrique, où elles sont beaucoup déployées, c'est un contingent chinois. C'est-à-dire que alors que personne n'a en tête que les casques bleus peuvent être chinois, ils sont en fait la contribution numéro 1. C'est aussi très important sur le plan migratoire. Et alors quand vous avez la chance, comme vous, d'aller en Asie, en Afrique, de vivre en Europe, c'est l'inverse des obsessions européennes. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est un transfert massif de population chinoise vers l'Afrique. Et quand on dit massif, ça veut dire qu'on est quelque part entre 1,5 million et 2 millions de citoyens chinois résidant désormais en Afrique. Avec des pays où on est entre 300 et 400 000, comme l'Afrique du Sud, et des pays où on est pas très loin, comme le Mozambique, comme le Kenya, comme l'Éthiopie. C'est moins vrai de l'Afrique de l'Ouest, c'est plus vrai de la façade sur l'océan Indien. C'est-à-dire, c'est vraiment l'inverse des Européens. C'est même l'inverse d'autres puissances émergentes.
il y a, et les Japonais s'en plaignent, non pas 1,5 million de Japonais, mais 3500 résidents japonais sur le continent. La France est perçue comme ayant une présence importante héritée de certaines colonies de peuplement. C'est 250 000 Français. Il y a plus de Chinois en Algérie recensés que de Français sur l'ensemble du continent. Donc vous voyez, il y a des dimensions. Et donc la problématique migratoire, c'est pas quand est-ce que l'invasion de la misère va venir et comment est-ce que je peux développer ces pays pour qu'ils restent chez eux, grosso modo, au lieu de venir, parlant des migrants, nous envahir. Mais c'est absolument pas ça. C'est plus de 10 000 entreprises. Il y a un rapport de McKinsey récent qui montre qu'on s'était beaucoup trompé en sous-estimant le nombre d'entreprises chinoises sur place, qui sont pas seulement des grandes entreprises, mais des petites. Et ça, c'est des entreprises immatriculées en Chine, c'est sans compter avec les entreprises, notamment les petits commerces, etc., les artisans chinois de Nairobi, de Lusaka, etc. Et les Chinois qui ont pris la nationalité du pays dans lequel ils Oui, absolument, et qui parlent chinois et swahili, chinois et wolof. Alors ça pose des problèmes qui sont des problèmes, mais parfois je me demande si les Européens s'en rendent compte, que c'est évidemment le symétrique des problèmes européens. Est-ce que les populations localement supportent ce flux migratoire vers elles? Et la réponse, c'est, comme ce sont des concurrents assez redoutables des artisans et des commerçants, il y a souvent, en fait, des révoltes contre cette présence. Et comme employeur, la réputation chinoise, notamment dans le domaine minier, est vis-à-vis des syndicats une très mauvaise réputation en termes de respect des normes sociales. Et même pour la réalisation des grands chantiers d'infrastructure, il y a un très grand ressentiment des populations contre le fait que la Chine importe tout ce qui est nécessaire, y compris la main-d'œuvre, et repart en n'ayant pas créé d'activité d'emploi significative après avoir fait une autoroute, un stade, un pont, etc. Donc c'est beaucoup plus qu'économique, c'est très politique, très diplomatique, très militaire, très culturel, et si vous voulez, ça crée des réactions. Vous avez dit que les gouvernements étaient au fond content d'avoir un partenaire qui investit, qui est devenu le premier partenaire du commerce, etc. Eh bien oui, mais les opinions publiques sont parfois un peu en retrait des gouvernants, surtout parce qu'on s'est perçu comme un type de relation qui vous surendette, enfin qui a quelques petits effets secondaires un tout petit peu difficiles. Jean-Joseph Boileau. Non, il a tout à fait raison. On est dans le cadre de ce que les Chinois appellent les transformations silencieuses. C'est un concept très opératoire qui remonte à Confucius. La mentalité chinoise, de ce point de vue-là, est extrêmement différente de la mentalité occidentale. Il y a donc, non pas, je dirais, un plan, car les Chinois sont des gens extrêmement pragmatiques, mais là encore, je reviens à ma définition de la démarche scientifique. Ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences inattendues de quelque chose. Et on a maintenant un phénomène multi-vectoriel de présence de la Chine. En même temps, Lionel, je suis économiste, donc il faut aussi faire des comptes, des calculs. Si je rapporte la population chinoise en Afrique à la population totale de la Chine, on est aux alentours de 100 fois moins que la France. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut bien rapporter les choses à ce qui est la masse chinoise. C'est la première puissance économique du monde, qu'on le veuille ou non, par le PIB en parité de pouvoir d'achat. Et quand vous allez en Chine, il n'y a pas photo. On voit bien que même par rapport aux États-Unis, la masse est là. Les vraies questions sont de trois types en réalité, par rapport à ce qu'a dit Lionel. C'est est-ce qu'il y a un risque militaire, au sens où Lionel l'a dit, c'est-à-dire il y a une forte présence, et c'est une présence qui n'est pas très visible, mais qui commence à vraiment se faire sentir, et l'affaire Djibouti, c'est pas rien, c'est quand même une base essentielle. Oui, là encore, je rappellerai qu'il y a quand même 8 pays qui ont des bases. 8 pays. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a un risque politique lié à cette présence de la Chine? Je reste persuadé que, vu à la fois du côté africain et vu dans la façon dont je vois les grands équilibres mondiaux, la Chine rattrape un retard. Je ne la vois pas hégémonique, loin de là. Deuxièmement, est-ce que sur le plan du modèle économique, et là ça m'a beaucoup intéressé en Éthiopie, puisque c'est là où la présence chinoise est quand même la plus forte, est-ce qu'il y a un succès de ce modèle un peu à la chinoise? Non, précisément, c'est très intéressant l'affaire éthiopienne.
apparemment, la croissance est très rapide. 10% de croissance, c'est un des pays leaders maintenant quasiment dans le monde. Oui, ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis plusieurs années, en réalité, il y a un état d'urgence, il y a des crises permanentes, etc., etc. Et ces modèles économiques, très tirés par la Chine, se traduisent par un surendettement considérable. Pourquoi ? Parce que la Chine met effectivement des sommes considérables sur la table, mais les Africains ne sont pas les Chinois. Et les zones économiques spéciales que j'ai pu visiter, je peux vous assurer que par rapport à ce que j'ai vu en Chine, effectivement, ne marchent pas. L'Afrique n'arrive pas à dégager des surplus d'exportation tels qu'elle va pouvoir rembourser ses dettes. Et donc Pékin est en train d'accumuler les dettes. Alors ça la gêne pas trop parce qu'elle a encore 3 000 milliards de réserves de change, donc elle peut perdre sur l'Angola, sur le Zimbabwe, sur tous ces pays-là, elle a été obligée de renégocier en réalité de la dette. L'Afrique, en réalité, développe son propre modèle, ce que je disais tout à l'heure, qui est endogène. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que entre le modèle chinois, ce qu'il attend de l'Afrique, c'est-à-dire d'être une sorte de base d'exportation, une sorte de néocolonie, et la façon dont les Africains, s'emparent de ce que la Chine, met sur la table, est-ce qu'il va pas y avoir divorce ? Oui, il va y avoir divorce. Et ce divorce est très intéressant parce que la Chine est loin d'être seule. Il faut quand même faire attention. Lionel disait, il y a 1 million et demi de Chinois en Afrique. Oui, mais au total, vous disiez, les Français sont 350 000, etc. Les Chinois ne sont pas en position hégémonique. La question, c'est est-ce que donc l'Afrique va pouvoir tirer parti de ce que la Chine a apporté et elle a mis le pied quand même dans ce qui était un désastre au moment de l'ajustement structurel des années 90. C'est là la véritable entrée de la Chine. Elle utilise l'opportunité des politiques d'ajustement structurel imposées à l'Afrique qui démantèlent les États, qui créent les crises d'infrastructures qui font que les écoles se développent pas, etc. Elle arrive à ce moment-là. Donc il y a une concurrence en réalité entre la Chine et les autres pays. Pays occidentaux, notamment la France, qui se défendent très bien. C'était extrêmement positif pour la France, la présence de la Chine, car elle a obligé toutes nos entreprises, mais aussi nos politiques, à changer leur modèle, qui était un modèle quand même très France-Afrique, tout le monde le sait bien. Je n'ai jamais vu autant d'entreprises françaises travailler aussi bien en Afrique depuis qu'il y a la Chine. Donc on a, me semble-t-il, un peu peur de cette hégémonie chinoise, et on n'a pas assez confiance dans le fait que l'Afrique elle-même sera capable de jouer sur les concurrences, sur les complémentarités. Et je le vois, par exemple, en Éthiopie, où donc la Chine est assez omniprésente, les entreprises françaises réussissent extrêmement bien. On a oublié l'Allemagne. L'Allemagne, désormais, est passée au-dessus de la France dans tout un ensemble de pays, notamment en Afrique de l'Est. L'Allemagne joue la carte africaine. Elle ne se laissera pas faire par la Chine. Et donc, ce que les Africains reprochent à la Chine, ils peuvent trouver auprès des sociétés occidentales ou des institutions internationales les moyens de contrebalancer l'influence chinoise. Je crains que la Chine, d'ailleurs, ne soit, non pas le dindon de la farce, mais ne paye d'une certaine façon le prix de cette espérance. On le voit quand on rencontre les ambassadeurs chinois, ils sont agacés maintenant de ce qui se passe. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir justement faire un peu ce qu'ils voudraient. Donc voilà, c'est non pas une différence avec Lionel, c'est simplement, j'essaie de réfléchir en dynamique et je suggère de travailler plutôt sur cette intuition, sur cette piste qui est que la Chine a bouleversé le jeu en Afrique et maintenant c'est à nous et aux Africains de réagir et je suis plutôt optimiste. Lucile Schmitt. Oui, moi je trouve très très intéressant la façon dont Jean-Joseph Boileau nous invite au fond à considérer Chine-Afrique du côté de l'Afrique et pas seulement du côté de la Chine, parce que notre obsession par rapport à la Chine pourrait nous empêcher de voir justement ce qu'il appelle les conséquences imprévues au fond de quelque chose que nous voyons arriver sur le plan économique et qui évidemment a des conséquences sociales, des conséquences politiques et qui peut aussi nous inviter à regarder l'Afrique avec un regard moins néocolonial que le nôtre, puisque d'une certaine manière on continue à avoir sur l'Afrique très souvent un regard quasiment raciste, c'est-à-dire au fond c'est un continent sous-développé, comptera-t-il sur le plan économique et sur le plan politique ? Il semble que les choses soient déjà actées. Je voudrais là-dessus donner un autre indice qui moi m'avait frappé au moment de la COP21 à Paris, le Bourget en 2015. J'avais discuté avec les ambassadeurs français chargés de suivre ces continents sur les questions climatiques et en fait l'ambassadeur français chargé du continent africain qui discutait avec son homologue chargé du continent latino-américain
avait, avec fierté, dit, mais vous avez vu, la COP21, le continent africain s'est montré beaucoup plus organisé et beaucoup plus déterminé que ce qu'on avait anticipé sur, en fait, la capacité à négocier sur les conséquences écologiques. Moi, je pense que c'est aussi ça qui peut arriver grâce à cette arrivée de l'acteur chinois. On est face à un continent qui aujourd'hui peut compter davantage sur la scène internationale, mais d'une manière imprévue, parce que nous, Européens, nous sommes habitués à considérer l'Afrique comme soit un terrain de jeu, soit en fait un poids. Un poids parce qu'il faut y consacrer de l'aide et que depuis la décolonisation, on n'arrive jamais au fond à donner autant d'aide que ce qu'on promet. Je trouve qu'il faut donc considérer cette arrivée de l'acteur chinois comme une arrivée bénéfique pour l'Europe, pour l'obliger à retrouver de la créativité dans ses relations avec l'Afrique. Alors, la question que je voulais poser à Jean-Joseph, c'était aussi comment est-ce que la Chine peut gérer, au fond, le fait d'avoir été un acteur sud-sud, c'est-à-dire, au fond, un acteur qui était du côté de la décolonisation au moment de Bandung, et qui maintenant se retrouve effectivement comme un acteur parfois un peu néocolonial, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des révoltes sociales, en fait, dans les mines, sur tous les chantiers chinois, parce qu'au fond, les Chinois sont accusés d'importer un modèle qui est un modèle d'exploitation sociale. Comment est-ce qu'on peut imaginer la relation de ces entreprises chinoises par rapport aux sociétés africaines? Je pense que on n'est pas seulement dans une relation gouvernementale, ça c'est un point qui est très, très important. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a une nouvelle géographie de l'influence chinoise en Afrique? Parce que peut-être que la géographie de l'influence politique chinoise était différente quand on était dans le sud-sud. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on vient de parler, Lionel a évoqué l'Éthiopie, a évoqué Djibouti, a évoqué l'Afrique. Vous dites que vous revenez d'Afrique de l'Est, Lionel a évoqué l'Afrique de l'Ouest. Où se situent les points d'influence chinoise en Afrique? Je crois que c'est important de le dire. Est-ce qu'on peut imaginer que cette géographie évolue? Et en quoi est-ce qu'elle est concurrentielle d'une géographie, par exemple, d'influence française ou européenne? Jean-Joseph Boileau. Oui, je suis un peu long en général, donc n'hésitez pas à me couper. Après le coup de pied chinois dans la fourmilière africaine, c'est mon expression, dans les années 90, il y a eu un changement majeur en Afrique, et c'est quand même le coup de pied chinois. Là, ce qu'est en train de faire la Chine, c'est qu'elle donne un coup de pied dans la fourmilière européenne, puisque les États-Unis sont assez peu présents en Afrique, et sur le plan sécuritaire, oui, mais c'est pas vraiment leur domaine d'excellence, alors que le Congrès de Vienne oblige, il y a quand même une vieille tradition de relations, et la France, bien sûr, mais pas seulement. Elle donne un coup de pied dans cette fourmilière, et elle interroge l'Europe, en réalité. Qu'est-ce que vous allez faire? Et je vois que, hélas, bien sûr, la division de l'Europe, très nette. La concurrence. J'ai souvent tendance à dire que l'Europe est morte, je suis désolé, je pense qu'elle est morte, et elle est morte non pas en Europe, elle est morte par les effets de la globalisation qui ont fait que les pays européens se disputent, se déchirent sur les terrains tierces. Je l'ai vécu puisque j'étais diplomate en Chine, en Inde, etc. On n'a jamais vu un ambassadeur allemand et un ambassadeur français s'embrasser. C'est de la lutte à couteau tiré. Et je pense que c'est en grande partie cet effet de la mondialisation sur la construction européenne qui fait que les rivalités maintenant en fait l'emportent sur les points communs. On le voit, il n'y a pas de politique africaine de l'Europe dans les faits. Il n'y a pas de politique africaine de l'Europe. Mais néanmoins, les entreprises européennes ont toutes maintenant l'Afrique sur le radar. Bien évidemment. L'Espagne, je suis très frappé, est extrêmement active, l'Italie, la France, etc. Et donc, est-ce qu'ils vont être capables, face à la Chine, de, à certains moments, faire un front uni pour contrebalancer l'influence chinoise? Ça, c'est une vraie question qui est posée à l'Europe. Mais mon raisonnement s'applique surtout aux Africains. Je ne pense pas, dans l'état actuel des choses, que le modèle chinois, qui est le modèle finalement économique dont vous parlez, en termes une mine de charbon en Chine a été surexploitée de la même façon qu'une mine de charbon aujourd'hui en Afrique, en gros. Je veux dire, il suffit de voir la surexploitation du prolétariat chinois, la pollution, les dégâts de l'environnement. C'est ce modèle chinois qui est exporté vers l'Afrique. Ah oui, mais les Africains ne sont pas les Chinois. Et j'observe partout, ce que disait Lionel, exact, ça grince, par exemple, sur cette voie de chemin de fer, ils ont construit des gares, immenses gares, qui sont en fait des gares chinoises, qui ont été construites et conçues par des architectes chinois pour les trains chinois. Et donc, on trouve dans les campagnes, c'est vraiment les campagnes entre Djibouti et puis, la capitale de Addis Abeba, on voit
d'égards, mais que les Africains regardent avec, ressemblent un peu à des Walt Disney, Disneyland, etc., etc. Et donc, j'ai vu beaucoup de gens vraiment se plaindre. J'ai rencontré des techniciens qui travaillent pour des sociétés chinoises qui les détestent. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que ce modèle économique chinois prédateur ne rencontre une opposition extrêmement forte. Reste la question politique. Et Kagame, c'est très important. Kagame est devenu quelqu'un de très populaire en Afrique parce que il y a un peu cette idée que la démocratie de type européenne, ça ne va pas à l'Afrique, que finalement le modèle chinois où il y a des solutions autoritaires, regardez Kagame, il a transformé en quelques années le Rwanda, etc. Donc il y a un risque de ce point de vue-là d'une attraction d'un modèle autoritaire. Là encore, pour celui qui connaît l'Afrique, je pense que je commence un peu à connaître, il n'y a aucune espèce de chance de voir des modèles autoritaires à la chinoise s'implanter en Afrique. Aucune chance à cause de cette diversité ethnique, de cette diversité de territoire, etc. On voit bien que la crise du modèle éthiopien, je reviens à cela, elle n'est pas seulement économique, elle est politique, c'est-à-dire la non-reconnaissance par une minorité qui gouverne. C'était ça, la crise politique éthiopienne. Il représente 7% de la population. Je ne vais pas désigner l'ethnie parce que c'est pas vraiment une ethnie d'ailleurs, mais ceux qui s'opposent à cette ethnie qui gouverne, ce groupe qui gouverne, c'était les populations majoritaires des deux grandes ethnies autres de l'Éthiopie. Donc je ne pense pas que l'Afrique, là encore, va tomber dans ce piège, on va dire, chinois. Il va y avoir donc des affrontements. Il va y avoir, bien sûr, des crises. C'est la raison pour laquelle on le voit à chaque fois que je vais en Afrique, et pas seulement en Afrique francophone de l'Ouest, il y a une demande extrêmement forte d'Europe. La délégation du MEDEF a été extrêmement bien reçue, par exemple, en Éthiopie. Sur ces points-là, et peut-être même aussi sur le kagamisme, si ça existe, Lionel Zinsou? Oui, alors sur le président du Rwanda, président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, je ne sais pas si c'est le modèle politique du Rwanda qui est populaire en Afrique, c'est le modèle de gestion publique. C'est-à-dire que le Rwanda va à toute vitesse dans l'innovation, dans le bon usage de la technologie, dans la recherche de la mobilisation des ressources humaines pour le développement, fait des progrès qualitatifs constants dans la gestion publique. Après, la situation politique, je pense que la démocratie a une dynamique. Je ne sais pas si c'est une démocratie totalement libérale ou partiellement illibérale, mais la démocratie progresse partout en Afrique. Et il n'y a pas une fascination dans tous les pays pour le besoin de se perpétuer au pouvoir. Mais en même temps, tous les pays n'ont pas perdu le quart de leur population dans un génocide. Les situations historiques ne sont pas comparables. Mais c'est vraiment un brevet de gestion publique, savoir faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, l'Union africaine, sous sa présidence, est en train de se réformer, de se financer, de construire une zone de libre-échange de tout le continent. Ça bouge vraiment beaucoup. Donc je crois que c'est plutôt ça qui l'a rendu populaire que le modèle. Parce que moi, je suis frappé par le fait que la démocratie progresse partout, surtout au niveau local. C'est-à-dire même quand j'ai des grands doutes sur la qualité des libertés publiques, la séparation des pouvoirs au niveau central, ce qui est sûr, c'est que au niveau des communes, au niveau des villes, des métropoles, aussi bien d'ailleurs dans la ruralité que dans le monde urbain, les citoyens de mieux en mieux formés, de plus en plus connectés, sont quand même en Afrique dans le contrôle local, le contrôle tribunicien, et la démocratie, elle est pour l'instant peut-être plus locale que nationale, mais elle progresse partout avec des effets d'opinion publique extrêmement forts. Non, moi je vous donnerais volontiers quitus à travers tous vos travaux qui ont vraiment fait sortir ces questions du rôle de la Chine et de l'Inde en Afrique de l'ignorance. Donc merci pour ça. Je vous donnerais volontiers quitus du fait que le modèle africain ne peut pas être une transposition de modèle chinois. D'ailleurs, heureusement pour la planète, sincèrement, car si 1,4 milliard d'Africains font comme 1,4 milliard de Chinois en termes de pollution, en termes d'utilisation d'énergie par point de PIB,
la planète est morte à très très courte distance d'aujourd'hui. On ne peut pas développer un système dans lequel on ouvrirait autant de centrales au charbon. L'Afrique, continent de plissement primaire, est le continent qui a le plus de charbon. Et c'est évidemment encore moins cher qu'ailleurs, et c'est la source d'énergie la moins chère. Mais si on se mettait à faire un développement à la chinoise, il n'y a pas de planète dans 30 ans. Même chose si on gaspillait les terres, même chose sur le traitement de l'eau, etc. Donc, le modèle, il est impossible à répliquer. C'est un modèle à très, très, très forte intensité industrielle et énergétique, mais qui consomme des ressources dont l'Afrique dispose. Mais si elle les mettait en œuvre comme ça, je vous assure que du point de vue du climat, ce serait une catastrophe. Et maintenant, quand même, tout le monde en est conscient. D'autre part, l'Afrique a son modèle économique. Son modèle économique est que la part de la consommation est beaucoup plus grande qu'en Chine. On a un taux en Afrique, dans le continent, d'épargne qui est intermédiaire entre les pays vraiment développés, l'Europe, le Japon, les États-Unis, qui ont aujourd'hui une épargne très faible. Et très inférieure à l'épargne chinoise, qui représente presque 40% du PIB. On est autour de 25%. C'est un effort considérable, très supérieur à celui des pays avancés, un peu contre-intuitif, parce que les gens ne savent pas que l'Afrique épargne pour investir, que les taux d'investissement sont très élevés, et que les flux étrangers et les flux chinois n'en sont qu'une petite fraction. Donc c'est l'Afrique, de façon endogène, plus de prononcer le mot, qui investit sur elle-même. Les flux d'investissement étrangers, c'est 1/5 des flux d'investissement tout court. Et la Chine, à l'intérieur de ça, c'est probablement 1/5 du 5e. Donc faut pas non plus exagérer. C'est pas la Chine qui est en train d'industrialiser l'Afrique, pas du tout. C'est l'Afrique qui est en train d'industrialiser l'Afrique. Elle a pour ça de l'épargne. Elle a l'épargne de ses migrants, qui est très importante, et les retours d'épargne. C'est combien d'ailleurs l'année dernière? C'est intéressant de citer ce chiffre-là. C'est difficile de faire une estimation parce qu'il y a des choses qui passent dans les valises, mais c'est probablement proche de 100 milliards. Ouais. C'est supérieur à l'aide publique au développement. Ouais, la Chine met 20 milliards par an, vous voyez, sur l'Afrique, ça vous montre la différence. Et c'est à peu près égal au flux direct d'investissement d'entreprises étrangères. Donc c'est une grandeur tout à fait importante. Vous avez tout à fait raison de dire que ce modèle-là, il ressemble plus au futur modèle chinois avec un peu moins d'épargne et un peu plus de consommation et quelque chose de plus endogène, et il ne fonctionne pas en tirant par des exportations. Je voudrais rappeler aussi un petit détail, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit ici sur le regard qui peut être quasi raciste. Il est, à mon avis, involontairement raciste parfois. En tout cas, il est dépréciatif. Vous savez, l'Afrique est le seul continent en excédent commercial sur la Chine. De temps en temps, ça m'amuse parce que les Européens qui ont un déficit significatif et les Américains un déficit abyssal pensent que l'Afrique est dans la même situation vis-à-vis de la Chine. Mais la Chine s'intéresse, on dirait aujourd'hui dans la mondialisation, à sa supply chain. Elle a besoin de matières premières minérales, elle a besoin de pétrole, elle a besoin de matières premières agricoles. Il faut du coton béninois pour faire, ou burkinabé, ou soudanais, pour faire des textiles qu'on va réexporter vers l'Afrique. Bon. Et d'accord. Et ça l'intéresse de se fournir en Afrique. Mais pour l'instant, c'est un marché qui est tellement moins solvable et intéressant que le marché nord-américain, que ça va commencer. Et là, les Européens, c'est là où juste on a une toute petite divergence. Si les Européens se rendent pas compte que l'Afrique n'est pas encore un marché pour la Chine, mais qu'elle va s'y mettre, et qu'on va retrouver vous savez, il y a quand même près de 500 milliards de dollars d'excédents commerciaux chinois. Il y a quand même plus de 3000 milliards de dollars de réserves de change chinoises. Lorsque la Chine s'éveillera à l'idée que l'Afrique est un marché, pour autre chose que du matériel automobile ou du matériel de télécom ou de la fibre optique de Huawei ou des téléphones portables. Et que à ce moment-là, on verra en effet se creuser un excédent et pour les Africains un déficit qui n'est pas le cas. L'Afrique est compétitive par rapport à la Chine, curieusement, non pas dans les produits manufacturés, mais dans sa structure d'exportation de tout ce qui fournit la Chine. À ce moment-là, quand la Chine s'éveillera au marché africain, les Européens, bon, les Américains sont en chute libre, mais les Européens, qu'ils soient allemands, roumains, espagnols ou français, pour prendre les plus dynamiques,
vont avoir un petit choc s'ils pensent que c'est déjà arrivé, parce que ça n'est pas encore arrivé. Jean-Joseph Boileau. Oui, c'est très intéressant. Ben, c'est riche, cette table ronde. D'abord, sur le marché africain, je suis économiste, mais en termes de statistiques, je fais toujours donc attention à ce que j'utilise. J'ai démontré dans un papier récent qu'en réalité, pour la Chine, le marché africain aujourd'hui pèse autant que le marché européen. Pourquoi ? En valeur, la Chine exporte environ 100 milliards de dollars vers l'Africain, je crois que c'est à peu près ça. Oui, mais le prix unitaire... Un peu plus, hein, je prends 100 pour les auditeurs. Mais le prix unitaire du téléphone vendu en Afrique et du smartphone vendu en Europe, en moyenne, le prix unitaire varie de 1 à 4. La Chine exporte vers l'Europe pour 300 milliards de dollars. Oui, mais si vous prenez le volume, vous voyez, je raisonne en volume, en nombre de smartphones, on va prendre le nombre de smartphones. Alors, il y a plus de conteneurs quasiment chinois vers l'Afrique que vers l'Europe. Or, c'est très important car les entreprises qui fournissent le marché africain sont en général des entreprises d'État qui ont de vrais problèmes maintenant d'exportation. Donc le marché africain est devenu un élément central pour beaucoup de régions chinoises de l'intérieur. Chaussures, textiles, c'est plus vers l'Europe que les Chinois peuvent exporter ces produits-là. C'est plus vers les États-Unis. C'est pas vers l'Inde, parce que l'Inde est très fermée aux ventes chinoises, même si la Chine a fait des percées commerciales, la Chine a des tarifs et des protections douanières. Mais l'Afrique, c'est un gruyère sur le plan douanier. On fait transiter ce qu'on veut. Et c'est pas pour rien qu'ils sont à Djibouti, oui, sur le plan militaire, mais c'est aussi parce que toutes ces marchandises chinoises, pour l'essentiel, enfin la moitié en gros, se vendent à partir des pays du Golfe au cul des containers, on appelle ça, et ce sont des Africains qui viennent acheter et remplir des containers qui vont se retrouver. C'est très incroyable de voir ça dans les fins fonds du Congo, par exemple. Je trouve un container entier qui a été importé par un commerçant africain, dont la nièce est installée à Dubaï, qui elle-même a fait donc la composition de ce container. Donc je crois que c'est important quand même de bien mettre les chiffres. Jean-Joseph, rappelons ceci, l'Afrique est en excédent de moyenne période, après ça dépend un peu du prix du pétrole, elle ne l'était pas pendant 2 ans, elle est en train de le redevenir, en excédent sur l'Afrique, sur la Chine. Un Européen ne peut pas dire, l'Afrique est un gruyère, la Chine y rentre comme elle veut, parce que c'est en Europe. Et regardez, malgré les efforts de M. Trump, tous les derniers mois sont d'une accélération incroyable du déficit américain par rapport à la Chine. Donc pour l'instant, curieusement, il y a une résilience des économies africaines, et donc l'Afrique n'est pas un gruyère, et le fait qu'elle construise... Sur le plan douanier, je pense que je vais vous mettre d'accord l'un et l'autre en rappelant que, contrairement à la légende, le gruyère est un fromage qui n'a pas de trou. Jean-Joseph Boileau. Oui, un émental. Le deuxième élément, j'avais oublié de répondre à cette question importante de la géographie de la présence. Surprenant de voir que cette idée sur laquelle la Chine serait uniquement dans les pays de l'Est africain, à partir en gros de l'Afrique du Sud jusqu'à la Corne de l'Afrique, ne tient pas du tout. Elle a une carte qui a d'abord été une carte des luttes de libération nationale. Ben oui, c'est comme ça. Deuxièmement, c'était une carte des matières premières. Et donc on trouve effectivement une présence très forte au Congo, en RDC par exemple, qui ne s'explique que par le fait que c'est la mine. On va dire comme ça, c'est la mine de l'Afrique, le Congo, la RDC. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à pacifier la région. Elle est en train d'évoluer vers cette carte numéro 3 et 4, qui sont, les infrastructures, c'est-à-dire la priorité maintenant de la Chine sur l'Afrique, c'est les infrastructures. Parce qu'il y a des besoins gigantesques et que plus personne n'est capable de financer les infrastructures. Les Européens ne mettent pas sur la table les moyens pour financer ces infrastructures qui sont les autoroutes, les barrages, les voies de chemin de fer, etc. Vous êtes très eurosceptique. Le premier partenaire de l'Afrique en matière commerciale, c'est l'Union européenne. Oui, mais le premier, pas en infrastructure, c'est ça que je voulais dire. Le premier bailleur d'aide. Non, mais tout à l'heure, vous disiez, l'Europe n'a pas de politique africaine. C'est le premier bailleur d'aide publique. C'est le premier bailleur d'aide au développement en Afrique. C'est le premier investisseur. Évidemment, si vous prenez la France puis l'Allemagne séparément, c'est différent, et vous avez raison de dire qu'il y a des concurrences. Mais faites masse de l'Union européenne. Regardez le budget du Fonds européen de développement. L'Europe reste le premier importateur, le premier exportateur, le premier investisseur et le premier en matière d'aide.
Et si vous voulez, ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas passer par perte et profit. Non, vous avez Jean-Joseph raison. Boileau, puis Donc, je Lucille disais Schmitt. carte 3, celle des infrastructures. Et là, j'ai été surpris de voir en quelques années, c'est quand même cette locomotive chinoise, ce bulldozer chinois, c'est les fameux corridors ferroviaires et routiers, qui font que l'Afrique de l'Ouest devient un enjeu central. Présence en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, etc. Ça, c'est la carte 3. Cette carte des infrastructures, c'est toute l'Afrique qui a besoin de se développer, de développer ses infrastructures, et donc on la voit partout, avec des projets à la fois très ambitieux, mais aussi probablement des projets qui vont plomber une dette importante, non pas de l'Afrique, c'est les pertes potentielles parce que beaucoup de ces projets ne sont pas rentables du tout. Le train de Djibouti à Addis Abeba, c'est un échec économique considérable et je ne vois pas comment la Chine va pouvoir rentabiliser ces projets-là. Et enfin, la carte 4, qui explique que petit à petit, la présence chinoise, à la fois sur le plan économique, mais aussi culturel, militaire, etc., a tendance à devenir vraiment continentale, et notamment à se rééquilibrer vers l'Ouest. Vous avez entendu parler peut-être ces derniers jours, le Nigeria vient d'annoncer que le yuan allait devenir une monnaie de réserve. Quand vous prenez le Nigeria, c'est la première ou la deuxième économie du continent, c'est pas pour rien. C'est la carte du leadership mondial. C'est la carte Xi Jinping. Cette carte Xi Jinping, c'est une carte qui est vraiment allez, on va dire de façonner l'architecture mondiale post-occidentale et d'acquérir un rôle de leadership. Pourquoi, par exemple, les Chinois sont aussi actifs à Dakar et pourquoi l'ambassadeur chinois parle si bien le français à Dakar, d'ailleurs. Ça me surprend de voir ces diplomates chinois qui parlent effectivement les langues locales. C'est quand même incroyable. Le Swahili, par exemple, est parlé couramment par les ambassadeurs chinois dans ces pays-là, et notamment donc dans l'Afrique francophone, ils parlent couramment le français. C'est indispensable. Eh bien, parce que Dakar, le Sénégal, c'est un pays qui joue un rôle clé sur le plan du soft power africain. C'est une capitale intellectuelle, etc., etc. Et donc pour la Chine, le Sénégal est un pays qui joue un rôle considérable dans sa projection dans la diplomatie et la géopolitique mondiale. Voilà, la carte 4. Merci Jean-Joseph de ces 4 cartes. Moi, je me disais qu'à vous écouter tous les deux, qu'il y avait en fait plusieurs Afriques. C'est-à-dire que quand on écoute Lionel Zinsou, on a le sentiment que brusquement l'Afrique reprend du poil de la bête sur le plan économique. En plus, il y a cette question de l'épargne, de l'investissement, qu'au fond, elle a un avenir et qu'elle se projette. Quand on écoute Jean-Joseph, on voit bien qu'il y a une histoire africaine aussi, qu'aujourd'hui, c'est un continent qui se met à avoir des perspectives très différentes de ce que nous pouvions imaginer. Et moi, je me disais, il y a aussi cette Afrique que nous voyons justement vue d'Europe, cette Afrique de la migration, cette Afrique des inégalités, cette Afrique qui au fond perd toutes ses élites. Et c'est assez frappant dans ce que vous disiez Lionel sur le fait qu'au fond l'argent vient d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il vient d'Africains mais qui vivent ailleurs. Donc il y a aussi quelque chose peut-être pour humaniser cette émission qui me semble important, c'est de dire qu'il y a s'il y a une demande, s'il y a une démocratisation qui progresse en Afrique, s'il y a une demande de respect qui est portée notamment par les Africains qui travaillent dans les entreprises chinoises, il faut aussi s'interroger sur ce que ça signifie par rapport au lien entre l'économie, la politique et au fond la perspective africaine que nous essayons de dessiner dans cette émission. C'est-à-dire en quoi est-ce que le fait qu'au Sénégal, par exemple, lorsqu'on regarde les témoignages de travailleurs, des personnes qui travaillent dans des entreprises chinoises, ils disent au fond on est beaucoup moins bien traité que dans une entreprise européenne, mais on apprend plus sur le plan économique parce qu'ils ont plus l'esprit d'entreprise que ces entreprises européennes qui sont là. Mais ils sont lucides, ces Sénégalais qui travaillent dans les entreprises chinoises, sur le fait qu'ils sont maltraités, qu'il y a une forme de racisme pratiquée par les Chinois, et qu'au fond, ils ont une demande de respect, et que d'une certaine manière, on vit une période de transition où ils se disent, il faut que je supporte ça, peut-être pour ensuite avoir un avenir. Donc cette espèce de lucidité, en fait, de ces sociétés africaines confrontées à la misère, à la difficulté, à la migration, comment est-ce qu'on peut imaginer que la Chine joue un rôle positif ou négatif par rapport à ça? Et puis deuxième question,
Au fond, ce qu'on perçoit, c'est que peut-être la présence de la Chine en Afrique est un investissement de puissance, et pas seulement un investissement financier ou économique. En quoi est-ce que l'Afrique peut permettre à la Chine de renforcer sa puissance, mais en quoi est-ce que l'Afrique peut aussi effectivement utiliser, comme en faisant du judo, cette présence des Chinois pour devenir plus puissante par rapport aux Européens, les challenger, demander davantage en termes d'aide, en termes de respect. Moi, je voudrais qu'on parle sur cette question du respect. Deux questions sur lesquelles Jean-Joseph Boileau et Lionel Zinsou auront sûrement des avis différents, mais ils auront à se partager les 10 minutes qui restent pour exprimer ces avis différents. Jean-Joseph Boileau. Merci Lucie de ces deux questions. Ce qui me frappe dans mes voyages en Afrique, c'est que, encore aujourd'hui, la perception par les Africains que je rencontre, des Occidentaux, est plus dévaluée que leur perception des Chinois. Je crois qu'il va falloir bien qu'on prenne conscience de cela. On a beau dire qu'il y a prédation de la Chine, qu'il y a de plus en plus de Chinois, etc. Et ce qui est en train de se passer avec les flux migratoires, avec ces crises migratoires, et la réaction de l'Europe, qui est quand même tous les jours, dans tous les médias africains, à la télé, etc., ils vous montrent comment les Européens réagissent, se ferment, etc. Même chose sur le plan des rapports pour avoir des visas. Il devient de plus en plus difficile pour nos amis africains qui avaient l'habitude de venir à Paris, par exemple, d'obtenir des visas. Ils sont traités de façon extrêmement raciste. Donc, les Chinois sont très racistes, oui, peut-être. Enfin, le problème, c'est plutôt l'un par rapport à l'autre, sur une échelle 2. Donc, le risque, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les Chinois vont exprimer de plus en plus ouvertement leur racisme, parce qu'ils en ont marre de travailler dans ces conditions où, faut voir qu'il y a beaucoup d'ouvriers chinois ou de techniciens ou ingénieurs qui n'ont plus envie d'aller en Afrique parce que les pénuries de main-d'œuvre en Chine sont telles qu'en réalité, on n'a plus beaucoup d'incitation financière à aller travailler en Afrique. Plus beaucoup. Ça me rappelle ce qui s'était passé avec les expats français, Bouygues, etc., dans les années du post-choc pétrolier, où ils ont coûté de plus en plus cher, puis au bout d'un certain temps, les boîtes françaises ont dit c'est fini les salaires des expats. Financer un cuisinier, payer un cuisinier chinois, je prends un exemple au Niger, à Niamey, c'est 5 000 € par mois. Vous comprenez bien qu'il y a des tas de boîtes chinoises qui vont pas payer ce prix-là, et donc on voit de plus en plus d'ouvriers, de cuisiniers en l'occurrence, dans cette... Donc la première question que vous posez, c'est est-ce qu'il va y avoir un changement de mentalité en Europe ou pas ? Je suis pessimiste là-dessus, je dois le dire. Pourquoi ? Parce que la dérive démographique est telle. Il faut quand même regarder les choses en termes d'économiste. Votre question est humaine, mais elle est aussi économique. Lorsqu'un continent a une dérive démographique, comme celle de l'Afrique. Et je rappelle qu'entre la Chine et l'Afrique, il n'y a pas photo là. La démographie, la courbe, la transition démographique chinoise, en réalité, était terminée au moment du décollage économique de la Chine. Vous vous rendez compte ? La transition démographique africaine est très loin d'être terminée. Donc j'estime qu'il va y avoir 50 à 60 millions de pression migratoire sur l'Europe. Est-ce que vous vous rendez compte de la façon dont on n'est pas capable de gérer cela aujourd'hui ? Donc pour terminer sur sa question, on ne retrouvera de l'humanisme dans la relation à la fois entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, que lorsqu'on sera capable, je pense, de régler cette question du modèle économique africain, capable de fournir les emplois nécessaires sur place, avec une migration circulante. Alors je travaille là-dessus avec, par exemple, un réseau d'innovateurs qui s'appelle Afrobyte, je voulais le citer. Ils ont organisé au MEDEF, là, il y a 2 jours encore, leur grande chose sur les incubateurs d'entreprises. C'est bien que le MEDEF, d'ailleurs, ait soutenu ça. Nous ne soutenons pas assez les incubateurs, les créateurs d'entreprises africains. On le fait, Lionel va me critiquer, il a raison, on le fait, mais pas suffisamment. Lionel Zinsou. Oui, là, le ciel ouvert, la boîte de Pandore de la migration. Comme moi, je suis à 50% européen par mes attaches maternelles, vraiment, ça me frustre. Ça me peine qu'on fasse des erreurs pareilles sur le regard sur l'Afrique. Cette Afrique qu'on regarde, comme vous l'avez dit, comme une Afrique de la misère, de la fuite, vous n'avez pas ajouté les pandémies, les inégalités, la corruption, etc., etc. Attendez. Il n'y a pas, il y a une question de sémantique, mais qui est bien plus forte que la sémantique, il n'y a pas de dérive démographique africaine. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui s'est passé en Chine il y a 30 ou 40 ans. La dynamique
de la croissance démographique africaine n'est pas la fécondité. Il faut arrêter. La transition démographique africaine va très vite. C'est-à-dire le nombre d'enfants par femme baisse très très vite. Alors on prend l'exemple du Niger ou du Mali, etc., où elle va plus lentement pour des raisons historiques. Enfin, partout ailleurs, et c'est déjà fait dans tout le Maghreb. Le Maghreb, on est désormais à des indicateurs européens. C'est allé à une vitesse que personne n'a jamais connue. Ce qui fait qu'il y a non pas une dérive démographique, mais un dividende démographique, une dynamique démographique, un sous-jacent très fort à la croissance économique, qui est la démographie, un sous-jacent à la créativité des nouvelles générations. C'est l'espérance de vie qui progresse. Personne ne peut se désoler du fait que quand vous nourrissez mieux des populations, que vous les soignez plus, que vous donnez un peu plus d'accès à l'eau potable, vous avez une vitesse extraordinaire de progression de l'espérance. Je partage votre approche, Lionel. Voilà. Je m'excuse du terme dérive. Voilà, dérive, ça, C'était le terme de l'économiste. Techniquement, c'est la dérivée. Et voilà, la c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et la Chine, excusez-moi. La Chine s'est aperçue que le grand service rendu par la Chine aux économies africaines, c'est ce que disait Jean-Joseph au début, c'est d'avoir permis d'améliorer la performance des autres et d'avoir créé de la concurrence. Désormais, quand des gens ont des positions dominantes, technologiques, commerciales, etc., on peut dire, écoutez, vous voulez pas nous faire un barrage à un prix compétitif, mais on va le demander à la Chine. Et ça, c'est vrai des grandes infrastructures, des produits manufacturés, etc. Donc, la Chine, elle a introduit de la concurrence, du choix, donc des degrés de liberté pour les économies africaines. Et c'est un service considérable, et c'est une bonne partie de l'explication de cette croissance extraordinaire. L'Afrique a une croissance qui n'a pour concurrents que celle de la Chine et celle de l'Inde. Ce sont les trois grands ensembles d'1,4 milliard de personnes qui se développent à toute vitesse. Et l'Europe est encore là, du haut de ses 1,6% de croissance, à nous dire « je regarde une Afrique de la misère ». Non, regardez une Afrique d'une extraordinaire dynamique que la Chine a compris avant tout le monde. C'est un point que l'un et l'autre, et Lucile également, vous avez souligné. C'est un bon point pour terminer cette émission. Je rappelle que les travaux de notre invité Jean-Joseph Boileau sont indiqués sur notre site qui est www.lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr. Tout à l'heure, Lionel évoquait l'éventualité que dans 30 ans, il n'y ait plus de planète si on se mettait à exploiter le charbon africain comme on a exploité le charbon chinois. Donc, n'attendez pas 30 ans pour vous soutenir sur le site que je viens d'indiquer. Je rappelle que cette émission est préparée avec Valentin Petit et Alicia Daucher, que Nicolas Tourneau assure l'animation du site, que Maxime Olivier et Thibaut Delage du studio L'Arrière-Boutique en assurent l'enregistrement, tandis que Julien Neuville et Nouvelles Écoutes en assurent la production. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission thématique d'été qui concernera l'Algérie et pour laquelle nous recevrons Akram Belkaïd, journaliste et écrivain algérien. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission de notre série thématique d'été.